Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 21 février. Voici les titres de l'actualité. La Croix-Rouge monégasque incarne une mission essentielle de solidarité et d'engagement humanitaire à Monaco et au-delà des frontières. L'association a présenté son bilan 2024 et ses perspectives pour 2025 que nous détaillerons avec son secrétaire général Frédéric Platini. Nous nous intéresserons à une tendance, celle des entreprises dog-friendly. Au sein de Carolicom à Fontvieille, pas moins de 4 chiens cohabitent ensemble, le tout en harmonie avec les salariés, vous le verrez. Nous recevrons également Sébastien Guizol, l'entraîneur de l'Étoile de Monaco, répondra à nos questions avant la compétition de gymnastique de demain de top 12 opposant les Monégasques à Franconville. Et puis nous prendrons la direction du Grimaldi Forum où le groupe de rock Dead Chic s'est produit hier. Une soirée électrisante à l'issue de laquelle Fabien Bonnier a pu s'entretenir avec les deux artistes. Nous ouvrons donc ce journal avec la Croix-Rouge monégasque. L'association a tenu aujourd'hui sa conférence de presse annuelle afin de dresser le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives pour 2025. Nous recevons son secrétaire général, Frédéric Platini. Bonsoir. Et bonsoir. La mission de la Croix-Rouge monégasque est aussi bien locale qu'internationale. Est-ce que vous pouvez citer les dernières interventions de l'organisation à ces deux niveaux ? Oui, alors je pense que les activités locales de la Croix-Rouge monégasque sont connues à travers le service social, la crèche-garderie, le secourisme, notre action au niveau de l'hôpital, mais aussi des maisons de retraite. Donc ça, je pense que c'est connu. Ce qui a été nouveau, je dirais, en 2024 et qu'on voit continuer en 2025, c'est la recrudescence des appels d'urgence qui sont lancés à la fois par le FICR pour tout ce qui est catastrophe naturelle et par le CICR sur la partie conflit, où la Croix-Rouge monégasque en 2024 a répondu à plus de 40 appels, alors que normalement on répond à une quinzaine d'appels, ce qui veut dire qu'il y a une recrudescence, je dirais, d'événements catastrophiques au niveau global. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué l'année 2024. D'accord. Et au niveau local, vous soutenez aussi de nombreuses associations. Je pense à la MAPI, par exemple, on peut en mentionner beaucoup. Elle compte sur votre soutien tout au long de l'année ? Oui, alors on récolte des fonds de nos donateurs pour mettre en place, je dirais, nos actions. Mais nos actions, c'est pas que les actions de la Croix-Rouge monégasque, c'est aussi celles du tissu associatif monégasque. On soutient Fightets, on soutient Monaco Disease Power, on soutient aussi Mission Enfance et d'autres associations quand elles nous présentent des programmes où on estime que ça fait du sens par rapport à la mission de la Croix-Rouge monégasque. L'accompagnement des bénéficiaires est bien sûr au cœur de l'action de la Croix-Rouge monégasque. Vous leur offrez un soutien à la fois matériel, moral et social. Oui, sur l'aide sociale, on vient de faire un point où on a aidé à peu près 500 foyers, que ce soit sur Monaco, mais aussi, je dirais, majoritairement sur les communes limitrophes. Et on vient en aide, je dirais, à ces foyers pour faire face à des problèmes de paiement de loyer, de paiement d'électricité, mais aussi des dons alimentaires pour les populations ou pour les foyers qui ont le plus de difficultés. Au-delà de l'aide d'urgence que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ou développer pour 2025 ? Alors on a beaucoup de réflexions avec notre section jeunesse, parce qu'on a des jeunes de plus en plus impliqués au sein de la Croix-Rouge monégasque. La relation intergénérationnelle entre nos jeunes et les aînés, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais à une vitesse que j'avais pas envisagée. Donc sur cette année 2025, je m'attends à beaucoup de surprises de la jeunesse. Et je m'attends aussi à une activité internationale particulièrement chargée et aussi avec le fait que la Croix-Rouge monégasque va accueillir en octobre 2025 52 sociétés nationales, ça veut dire 52 Croix-Rouges européennes et d'Asie centrale ici à Monaco pour une conférence qui sera tournée autour du DIH, ça veut dire du droit humanitaire international, mais aussi des crises qui sont liées au changement climatique. Vous parliez de la jeunesse, il y a par exemple un partenariat avec Be Safe Monaco que vous aimeriez mettre en place pour sensibiliser sur les dangers de l'alcool au volant. Oui, Be Safe fait déjà très bien le travail, mais on pense qu'avec le soutien de la Croix-Rouge monégasque, on peut arriver à toucher plus de jeunes. On a vu les problèmes, le problème que peut procurer, je dirais, le fait de conduire en étant alcoolisé en principauté, avec pas mal d'événements catastrophiques en 2024. Donc on voudrait soutenir encore plus Be Safe, avec les bénévoles qui sont aujourd'hui au sein de la Croix-Rouge monégasque, mais aussi avec des aides financières, si la Croix-Rouge monégasque peut aider encore plus Be Safe. Et de quoi auriez-vous besoin pour mener à bien vos futures actions ? Plus de bénévoles, plus de dons ?
Bénévoles, on est arrivé aujourd'hui à dépasser les 700 bénévoles au sein de la Croix-Rouge monégasque avec une population qui s'est largement rajeunie. Donc je dirais oui, on a besoin d'encore plus de bénévoles puisqu'on a des actions qui se diversifient et on a besoin aussi de donateurs. Mais je pense qu'on est bien couvert d'un point de vue bénévole, donc il faut que des jeunes additionnels viennent nous renforcer, ou des moins jeunes d'ailleurs, et après il faut que les donateurs continuent à nous soutenir comme ils ont soutenu depuis plusieurs années. En chiffres, pour parler des bénévoles, près de 40% ont moins de 35 ans et on peut intégrer la Croix-Rouge monégasque dès l'âge de 16 ans, c'est ça, pour faire partie donc de cette fameuse section jeunesse? C'est ça, il faut une autorisation parentale quand même pour intégrer la section quand vous avez moins de 16 ans. Mais effectivement, vous pouvez rejoindre cette section à partir d'un âge précoce. Et après, c'est des populations qui nous quittent et qui reviennent. Les jeunes vont faire des études secondaires et puis après ils reviennent en principauté et réintègrent une section qui ne sera plus forcément la section jeunesse, qui peut être une autre section. Mais oui, on voit cette population très active aujourd'hui sur nos actions. Prochaine échéance pour la Croix-Rouge monégasque, c'est la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Vous allez vous associer aux autres entités et institutions du Comité des droits des femmes et proposerez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je peux déjà vous dire que la Croix-Rouge monégasque, elle est composée à plus de 80% de femmes, que ce soit au niveau du conseil d'administration, je pense qu'on est même à 90%. Au niveau de nos bénévoles, on doit être à peu près à 80%. Au niveau de nos salariés aussi à 80%. Donc on est une organisation féministe au sens large. On est une organisation aussi qui, au niveau de ses principes, est non discriminatoire. Donc ça veut dire que tout ce qui est droit des femmes, non discrimination et traitement des genres est quelque chose d'intégré au sein de l'organisation. Merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Venir travailler avec son chien, cette pratique se démocratise dans les entreprises pour différentes raisons. Au-delà de créer une ambiance de travail positive, elle permet de diminuer le stress et accroît même la productivité des salariés. À Monaco, le phénomène se développe comme à Carolicom. Reportage d'Alban Jean-Jean et Camille Canoni. Dans cette entreprise, certains amis à quatre pattes ont élu leur second domicile. Les employés sont autorisés à venir travailler avec leurs compagnons à poil, un phénomène qui n'impacte en aucun cas la rigueur et le sérieux des collaborateurs, bien au contraire. Ça m'apaise de les voir, même dans le couloir, on va à l'imprimante, hop, on voit Charlie ou Magic qui passe, une petite caresse, et puis c'est reparti. Alors Charlie, tu es prêt ? C'est vraiment super important pour moi parce que j'ai un peu de mal à le laisser à la maison. Il vient pas tous les jours, il vient peut-être 2-3 fois dans la semaine. Et voilà, donc c'est sympa de partager sa journée avec lui. C'est Magic, la première boule de poil à avoir fait son arrivée dans les bureaux. Depuis, 6 chiens viennent parfois passer la journée dans l'entreprise. Tout est parti, c'est que dans la société, il n'y avait aucun chien à l'époque. Et mon chien, donc, un jour, est tombé malade. Et donc, je devais l'apporter chez le vétérinaire. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à mon patron. Il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez l'amener tous les jours, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Donc, de fil en aiguille, mon chien est arrivé et donc tout le monde l'a pris en sympathie. C'est la mascotte de tout le monde. Et de fil en aiguille, on va dire plusieurs employés ont amené leur chien. Et par contre, la seule chose qui est demandée, c'est qu'ils doivent garder le silence et essayer de respecter le travail des autres collaborateurs. Et c'est prouvé, avoir des animaux au bureau diminue le stress et accroît la productivité et la motivation dans une ambiance de travail positive. En foot, Monaco se déplace à Lille demain pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Si le LOSC reste sur 2 succès consécutifs face à l'AS Monaco, les hommes d'18h sont en grande forme. Ils n'ont perdu que 3 de leurs 16 derniers affrontements. En conférence de presse d'avant-match, le défenseur Thilo Kehrer et le coach le reconnaissent. Ce choc sera décisif dans la course au podium. L'objectif numéro 1 qu'on a mis au début de la saison, de finir sur le podium en Ligue 1, on a toujours dit que c'est notre plus grand objectif, c'est le défi de jour. Bien sûr, les matchs en Coupe de France, en Ligue des Champions, c'est des événements excitants, mais c'est des extras. Notre base, c'est la Ligue 1, c'est ce qu'on a dit dès le début, et c'est pour ça, maintenant, on a toute notre énergie et tout notre focus là-dessus. I think now, similar than last season, now we're in the final period of the season.
And to let you know, last season we were also really strong in the final period, and we are able to do it again. For sure, we are facing tomorrow one of the best teams also in Ligue 1. And they showed us also in Champions League and in this season, these are a big opponents for the top three. But I think we are ready. We showed, I have much better feeling than a couple of weeks ago, because when I analyze our football, we are closer to the football what we saw in the beginning of the season. And I'm really positive about this. But yes, tomorrow it's a very important game. It's not the last one, but a very important one. And I think we are ready for this game. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Peut-être avez-vous prévu de soutenir les Monégasques de l'Étoile de Monaco demain. Nos gymnastes affronteront Franconville à la ZAC Saint-Antoine. Quel est l'enjeu de ce dernier match de poule qui se joue dans le cadre du top 12 du championnat de France élite de gymnastique masculin? Nous sommes en duplex avec l'entraîneur des Rouges et Blancs, Sébastien Guizol. Bonsoir. Bonsoir. Pour contextualiser ce match, il s'agit du dernier match de poule avant les demi-finales. Quel est l'enjeu de cette rencontre? Le résultat sera-t-il décisif pour la suite? Alors oui, il s'agit du dernier match de la poule qualificative. Le résultat sera décisif. On a fait pas un très bon parcours en première partie de championnat. On se rattrape sur la deuxième. Tout reste encore possible, mais bon, ça va être difficile parce qu'on a face à nous une belle équipe aussi de Franconville, et on va essayer de se montrer à la hauteur pour les accrocher, pour les battre évidemment. On va faire le meilleur, donner le meilleur pour quand même accrocher un très bon résultat, parce que rien n'est totalement joué pour l'instant. Vous avez déjà affronté Franconville en décembre sur 3 premiers agrès. Malheureusement, le match s'est soldé par une défaite. Ce week-end, vous attaquez à 3 autres agrès, le saut, le cheval d'arçon et la barre fixe. Comment l'équipe se sent face à ces agrès-ci? Plutôt confiante? Alors plutôt confiante, on s'est préparé au mieux dans les conditions que l'on connaît. On fait des tests, on fait régulièrement des complets, ça va. Puis après une compétition reste toujours, il y a toujours une partie d'aléatoire. On est à domicile, on a envie de bien faire. Il y a une partie de stress évidemment qui est inhérente à toutes les compétitions, tous les sportifs connaissent ça. Il va falloir gérer aussi cette partie, cette pression. Qu'avez-vous appris des 2 premières défaites, donc face à Franconville et la Madeleine? Alors, on a appris qu'il fallait se préparer à chaque fois sérieusement, ça on le savait déjà. On a appris qu'un match se joue jusqu'à la dernière minute, que tout peut arriver, que le meilleur peut tomber, que on doit être solidaire. Enfin, c'est surtout ces valeurs-là que l'on, quoi qu'il arrive, il peut tout se passer, tous les scénarios sont possibles. Mais avant tout, ce qu'on apprend, ce qu'on a retenu, c'est la solidarité au sein du groupe, se serrer les coudes. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on va jusqu'au bout, on se bagarre jusqu'au bout, on donne tout ce qu'on peut donner pour la gymnastique, pour les copains, pour le club, etc. Et ça, il y a vraiment une solidarité profonde dans cette équipe, et c'est ça la leçon essentielle. Et le match, vous l'avez dit, se joue à domicile. Est-ce que ça devrait booster le groupe ? Ça booste toujours, l'envie de faire plaisir au public qui vient nous voir, l'envie de bien faire à la maison. Bien sûr, ça donne une force supplémentaire, mais aussi parfois ça peut... En tout cas, il ne faut pas qu'on subisse de pression, mais oui, ça donne une force, on a envie de bien faire, et puis après, ça reste le sport. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais en tout cas, tous les efforts seront portés au maximum pour réussir cette compétition. De nouveaux gymnastes ont intégré le groupe. Est-ce que c'est une force? Quelles sont leurs qualités? C'est pas vraiment des nouveaux gymnastes, on a plutôt une équipe entre guillemets d'anciens. Les nouveaux sont en préparation, ils intègrent le groupe au fur et à mesure de leur préparation. On a leur qualité, c'est la jeunesse évidemment. Mais il y a aussi une expérience à avoir, une expérience à développer, et cette expérience elle se vit, elle se développe au travers des compétitions essentiellement. Donc c'est l'occasion, les matchs de top 12 de ce niveau-là, de développer de l'expérience, sachant que c'est quand même une compétition, je le rappelle à chaque fois, différente des compétitions traditionnelles.
puisqu'il s'agit de duels entre deux gymnastes. Vous allez pouvoir aussi compter sur Kevin Crovetto qui a participé aux Jeux Olympiques. Quel rôle joue-t-il au sein de l'équipe ? Alors Kevin, oui, effectivement, il a participé aux Jeux Olympiques de Rio. Kevin, il a un petit peu une double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois un des plus anciens de l'équipe. Il a beaucoup d'expérience et puis aussi il a un côté manager, entraîneur. On se partage les tâches au sein de l'équipe. Bon, lui, il match évidemment, moi non. C'est une pièce centrale dans cette équipe. Vous parliez des jeunes, est-ce qu'ils sont toujours autant attirés par la discipline ? Comment est-ce que la gymnastique se porte à Monaco ? Elle se porte plutôt bien, oui, on maintient le nombre d'adhérents, on réussit même à avoir de nouveaux adhérents de plus en plus nombreux. On a différentes sections, que ce soit compétition, que ce soit loisirs, trampoline, on forme les gymnastes avec ce qu'on appelle évidemment l'école de gym. On a une section pour les adultes aussi, où on fait ce qu'on appelle entre guillemets le cross-training, où ils viennent apprendre à marcher sur les mains, à faire des muscle-up aux anneaux. On reste ouvert à ce type de pratique pour que vraiment tout le monde trouve son compte au sein du club. Et puis les jeunes sont là, on a pas mal de demandes. C'est un sport qui est pas assez connu à mon avis, mais pour ceux qui connaissent, souvent ils ont un très bon... ils trouvent ça assez passionnant, c'est fabuleux, c'est un sport formateur pour plein d'autres disciplines, donc c'est intéressant, on est assez content. En espérant que ça continue ainsi. Merci beaucoup Sébastien Guizol d'avoir été avec nous. Je rappelle le rendez-vous pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient vous encourager demain à 15h30 à la ZAC Saint-Antoine. Merci. Il a enflammé le Grimaldi Forum hier soir. Le groupe de rock Dead Chic s'est produit dans le cadre des Thursday Live Sessions. Fabien Bonilla a rencontré le guitariste Damien Félix et le chanteur Andy Malcon. Avec lui Camille Caloni, Jean-Alexandre Dordet et Sylvain Péroumal. C'est du rock, du blues, du heavy blues ou du heavy rock avec une pincée de soul, peu importe le style ou la case où l'on veut les faire rentrer. En tout cas, ça a déménagé hier au Grimaldi Forum avec un son travaillé, une signature vocale bien particulière. Dead Chic est né d'une rencontre entre le guitariste français Damien Félix et le chanteur britannique Andy Malcon. Le français est issu du groupe Bigger, quant au londonien, il était le leader de Amon Shaker. Ils sont désormais à la tête de Dead Chic et tout est parti d'une collaboration pour au départ un seul morceau. On a vraiment travaillé ensemble en 2020. Où là, on avait déjà sur une collab, avec Catfish, on avait invité Andy qui était dans Amon Shaker. On l'a invité sur une reprise. Catfish qui était votre groupe, après ça, il y a eu Bigger. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, on l'a invité sur une collab. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super de travailler avec Andy. Et du coup, je lui ai proposé de travailler sur un projet qui soit le nôtre. Je lui ai envoyé une première démo sur laquelle il m'a envoyé des sons, tout ça à distance, parce que lui, Andy habite à Londres et moi dans un tout petit village du Jura. Et on a commencé à travailler comme ça à distance, à écrire et à composer ensemble. Et ça a très vite matché sur les univers, sur l'esthétique, etc. Je pense qu'à la base, Andy et moi, on a une signature sonore particulière. Donc moi, en tant que guitariste, Andy en tant que chanteur, il a une voix très identifiable. Vous allez le voir, hein. Voilà. C'est une vraie signature. C'est ça, ouais. Donc je pense que tout de suite, il y a déjà ça. Puis après, avec les autres membres du groupe qui sont Rémi Ferbu à la batterie et Mathis Akenguin au clavier, on retravaille aussi beaucoup les sources. Par exemple, on utilise beaucoup de percussions, on utilise des claviers qui sont très particuliers, des vieux Farfisa, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment c'est des ingrédients en fait qu'on utilise pour faire un plat qui soit le nôtre, quoi, pour vraiment avoir une signature sonore très typée. Ouais. Les Français anglais de Dead Chic ont su se faire remarquer ce jeudi soir au Grimaldi Forum avant de poursuivre leur tournée pour promouvoir un super album à écouter sans modération. Son nom, Sérénade et Damnation.
Pas de place pour l'ennui à Monaco pendant les vacances scolaires. À cette période, la plupart des musées proposent différents stages aux enfants. C'est le cas de la Villa Sauber où les participants ont pu endosser dans le cadre d'un atelier très spécial les costumes portés à l'Opéra de Monte-Carlo. Regardez. Tour à tour, elles défilent sur la scène en préparation du spectacle prévu dans quelques heures devant leurs parents et leurs proches. Dans l'Agora, le petit groupe composé uniquement de filles, et c'est un hasard, va porter des costumes chargés d'histoire, parfois vieux de 100 ans. Qui sont issus de la collection Voyageuse, donc cette collection d'études qui fait partie de cette collection plus vaste des costumes de l'Opéra de Monte-Carlo, déposés par la Société des Bains de Mer et conservés au musée depuis 2002. Les comédiennes en herbe sont impatientes d'entrer dans la peau de leurs personnages et gèrent plutôt bien leur trac. En quoi tu es déguisée là aujourd'hui ? En reine, je pense. J'ai essayé de réaliser ça tout à l'heure pendant la chorégraphie. J'espère que ça va bien se passer tout à l'heure à 16h30. Tu stresses un petit peu ? Non. Pour le spectacle, j'aimerais bien être une sorcière. Et mon petit chat rouge. J'imagine que je suis une petite poule rousse parce que je suis rouge. Et voilà. Et comment tu te sens dans ton costume ? C'est facile pour toi d'incarner un personnage ? Pas très facile, mais j'arrive. La veille, les participantes ont réalisé ces dessins et peintures qui serviront au décor de la représentation. On s'est inspiré de l'œuvre d'Éléonore Fals, qui était une artiste en résidence l'année dernière et qui propose dans l'exposition donc, plusieurs collages, sculptures, installations. Et donc les enfants se sont inspirés des formes, du visage en fait, et des détails des œuvres. Les filles sont prêtes pour la restitution publique qui prendra la forme des fêtes d'art conçues par Gisèle et Paul Tissier. Elle sera suivie d'un petit goûter. Quand on s'amuse autant pendant les vacances, le retour à l'école risque d'être compliqué. Attention, si vous prévoyez de vous rendre au Royaume-Uni prochainement, à partir du 2 avril, les ressortissants et les résidents monégasques devront obligatoirement être munis d'une autorisation électronique de voyage. Ce document numérique coûte 10 livres sterling et sera exigé que ce soit pour les voyages d'affaires, de tourisme et pour les transits aéroportuaires. Il concerne les personnes exemptées de visa à l'occasion d'un court séjour de moins de 6 mois. La demande pourra être faite à partir du 5 mars prochain en ligne via un portail dédié. Les bébés et les enfants sont eux aussi concernés. Un message de solidarité à présent. Semeurs d'Espoir Monaco organise une nouvelle collecte pour les plus démunis. L'association tire la sonnette d'alarme. Son stock d'épicerie solidaire et de certains produits d'hygiène est quasiment à zéro. Pour faire un geste, les bénévoles vous accueillent au Carrefour Market du boulevard Albert Ier vendredi prochain le 28 de 8h à 13h. Si vous n'avez pas le temps de faire des achats, une urne pour recueillir des dons sera à votre disposition. Vous pouvez aussi aider en déposant vos dons chez Abeille Assurance, rue Caroline ou au parking de la digue semi-flottante niveau -4. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à Monaco Info. À suivre votre météo présentée par Sarah Vuillemin et un nouvel après-JT. Le magazine est consacré ce vendredi à la Diagonale, le centre de formation de l'AS Monaco FC, souvent classé parmi les meilleures académies de France. Pour les photos de clôture, Manuel Vitali nous donne à voir les magnifiques costumes de l'Opéra de Monte-Carlo portés par les petites participantes de l'atelier organisé à la Villa Sauber hier à l'occasion des vacances scolaires. Belle soirée à tous et à tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Bonsoir à tous. Demain, la grisaille sera présente tout au long de la journée dans la Principauté. Côté température, le thermomètre indiquera 10 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. La vitesse du vent sera comprise entre 5 et 10 km/h, avec des rafales allant jusqu'à 16 km/h. En ce samedi 22 février, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Isabelles. Et ce sera également la journée mondiale du scoutisme, une occasion de jeter un œil sur les Boys Scouts et leur fondateur, Lord Robert Baden-Powell. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.